Rebonjour à toutes, nous voici partis pour la seconde vidéo du challenge couture spéciale débutante. Si vous tombez sur cette vidéo, que vous voulez suivre ça, mais que vous n'avez pas regardé la première vidéo, eh bien c'est le moment. La première vidéo vous présente le projet, le modèle, le tissu, les accessoires. Et ici je vous présente l'assemblage du patron, au niveau de la couture, du découpage des pièces, du thermocollant, tout ça. Donc déjà, il va falloir imprimer votre patron. Donc quand vous arrivez sur impression, vous choisissez votre imprimante si vous en avez plusieurs. Et ensuite vous imprimez à taille réelle ou alors échelle 100%. Vous n'imprimez pas ajusté puisque ça ne ressortira pas. Ensuite, hop. Alors moi j'ai mon imprimante qui est un peu... qui m'a fait des trucs bizarres. Elle m'a sorti des carrés noirs, j'ai pas compris. Il n'y a pas ça sur le patron. Je crois que là il est temps de lui faire une petite maintenance. Vous avez un carré test. Vous mesurez le carré test. Il est censé faire 5 cm de côté. Vous mesurez si vous n'avez pas le bon carré test. C'est qu'il y a un problème et surtout votre patron ne sera pas à la bonne échelle. Donc ça ne sert à rien de partir avec un carré test qui est mauvais. Donc vous vérifiez ça même avant d'imprimer. Vous imprimez la première page, celle avec le carré test. Vous regardez s'il est bien sur la première page parce que moi il est sur la première page mais pas à chaque fois. Puis dans les autres marques c'est pareil. Donc vous trouvez le carré test, hop, vous imprimez, vous regardez si c'est bon, vous pouvez lancer votre impression. Échelle 100% ou taille réelle. Moi je laisse toujours sur taille réelle, il n'y a jamais de problème. La plupart des patrons PDF, vous avez des marges à découper et après il faut scotcher. Moi il n'y a pas de marge à découper. Je vais vous montrer. En fait il y a un petit... En fait il y a toute une minuscule marge de 0,5, même pas, moins, de 3 mm qui existe tout autour, mais qui en fait est comprise dans le patron. Il ne faut rien découper. Seulement, cette petite marge a supprimé les lignes, mais les lignes sont bel et bien là. Et en fait, il va juste falloir accoler les patrons et scotcher, enfin les feuilles de patron. En général, sur tous mes patrons, comme je disais dans la première vidéo, j'ai pas encore le livret de montage, mais je monte sur un autre livret. En général, dans mes patrons, je vous mets ce que je retrouve. Je ne l'ai pas, non, parce que c'est encore des vieux. Bon, bref. En fait, je me rends compte que j'ai jamais imprimé les livrets, donc forcément. En fait, dans mes patrons, je vous mets un plan d'assemblage des feuilles. Comme ça, vous savez exactement quel numéro va à côté de quel numéro. Ça paraît logique, mais c'est intéressant de savoir quand est-ce qu'on revient à la ligne. Donc vous avez le plan d'assemblage des feuilles. Vous suivez le plan d'assemblage des feuilles. En fonction des patrons, il y a 2 feuilles à 0, donc voilà, soit il y a 2 planches différentes à assembler, soit il y en a voilà, enfin, en général c'est 16 ou 32 en fait. Et voilà, donc vous avez tous les chiffres à suivre et vous scotchez. Je vais vous montrer comment on peut les mettre bord à bord. Vous avez les feuilles, donc par exemple ici j'ai la 5, je vais prendre 3 et 4 en premier. Par exemple là vous avez 3 et vous avez 4. Vous assemblez pour que en bas et en haut ça se suive et vous allez voir les traits que vous avez là se rejoignent. Il y a juste en effet cette petite marge blanche mais qui est comprise en fait dans le patron. C'est juste que l'imprimante efface cette marge là, c'est comme ça, et donc mais ça comprend bien les lignes du patron, pas besoin de découper. Un autre exemple avec le 5 et 6, ben pareil, hop, vous mettez, hop, alors là on voit qu'il y a un léger décalage sur celle-là, je pense que ça a été rectifié des anciens, ceux-là, hop. Si jamais vous avez un petit peu de décalage, ce qui est le cas là, parce que voilà, je ne sais pas pourquoi,
Vous pouvez aussi faire pièce par pièce. L'important, voilà, c'est que vos lignes soient les unes en face des autres et se rejoignent. En fait, souvent, hop, je vous remets là, je reviens devant. Souvent, en fait, les problèmes, c'est pas lié à ou à 4 qu'on a fait nous les créatrices, puisque c'est fait avec des logiciels. Nous on faisait avec Illustrator, qui est un logiciel super fiable. On a testé pas mal de choses. Seulement, ça dépend surtout de l'imprimante, de comment passent vos feuilles. Moi je sais que là c'est mon imprimante de la maison, donc elles sont pas toujours toutes mises bien au bord, et que donc je sais que j'ai des petites, parfois des petites différences. Au cabinet c'est un peu plus, elle est plus élaborée, donc j'ai moins de soucis à ce niveau-là. Mais voilà, l'important c'est que sur vos pièces, les lignes se suivent. Voilà, vous scotchez tout ça. Vous n'êtes pas obligé de scotcher là où il y a du blanc et qu'il n'y a pas de pièce. Vous scotchez que à l'intérieur de la pièce, en fait. C'est là que c'est utile. Et ensuite, vous avez des lignes. Alors, nous, on a mis des petits traits différents selon les tailles et des couleurs aussi différentes selon les tailles. Mais si vous imprimez en noir et blanc, vous aurez quand même les petits traits. Et tout est répertorié voilà, par taille. Et vous découpez autour de chaque pièce en fonction de votre taille. Et comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, si jamais vous vous retrouvez vraiment pile poil entre deux tailles, n'hésitez pas à couper au milieu des deux traits à chaque fois de ces deux tailles. Ça ne pose aucun souci. Moi, j'ai fait ça pendant des années sur des tonnes de marques de patrons. Et ça marche très très bien. Puis vous avez quelque chose au plus juste, au plus près de votre taille réelle. Donc voilà, c'est un peu l'idée, c'est de ne pas se retrouver avec des choses ni trop grandes ni trop petites, alors que pour le coup on fait de la couture et qu'on fait du soi-même. Voilà, ensuite vous allez vous retrouver avec vos pièces. Alors moi c'est mes pièces, il y a des tonnes d'écriture dessus, hein. C'est pas ça que vous aurez vous. Voilà, ça c'est mon dos. Hop, à couper au pli, je vais vous montrer ça. Donc j'ai le dos du bas, mais j'ai aussi l'empiècement dos du haut. Et là, voilà. Donc dans le dos, vous avez deux pièces. Vous avez le haut qui est l'empiècement qui sera coupé 2 fois au pli pour avoir la section extérieure et la pièce intérieure. Vous avez ce dos-là qui est donc le bas avec les fronces au-dessus, un bout de l'emmanchure et donc à couper au pli aussi. Je vous montrerai tout ça évidemment. Vous avez le devant. Je vais devoir couper 2 devant, pas au pli parce qu'il y a la patte de boutonnage. Il faudra bien reporter, je vous montrerai aussi comment bien reporter les indications pour les fronces. Enfin, pardon, pas les fronces, la pince. La pince, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Et ensuite, vous avez la parmenture du devant. Voilà, qui viendra se mettre ici et qui viendra se coudre avec l'empiècement dos de l'intérieur. Voilà, j'ai mis les petits repères de boutonnière et de boutons. Et vous avez la manche qui est assez, vous allez voir, elle est un peu différente, c'est une manche papillon. Voilà, elle est très très large. La tête de manche ressemble à une tête de manche normale, mais par contre, vous allez voir, elle est complètement élargie. Et ça vous fait donc 1, 2, 3, 4, 5 feuilles de patron. Et puis on va devoir installer tout ça sur notre tissu et les découper.
Et donc, nous voici cette fois pour faire tout ce qui est entoilage. Donc, pour l'entoilage, j'ai choisi donc le thermocollant fin que je vous ai présenté, la marque que je vous ai présentée dans la première vidéo. Je mets la face qui est collante, vous allez voir c'est rugueux, hein, alors qu'en dessous c'est tout doux. Je la mets face à moi et je vais venir positionner mes deux pièces. Donc la parmenture devant, donc enfin les deux parmentures. Alors on essaye justement, comme la viscose a tendance à être très souple, à essayer de la positionner le mieux possible. Hop, cette fois on essaye un peu de gagner de la place, hein, puisque l'envers, là on s'en fiche un petit peu. Tac. Voilà, on essaye de le laisser mettre. Moi, ce que je fais, c'est que justement j'épingle avec ces petites aiguilles. Qui vont très bien passer sous le fer. Donc je vous explique, j'épingle. Ensuite, quand c'est épinglé, je vais découper tout autour et après je passerai sous mon fer. Et là, je vais vous mettre avance rapide, histoire que ça ne prenne pas 2 heures. Voilà. Alors, après la découpe, me revoici de ce côté-là. Donc, j'ai découpé toutes mes pièces. J'ai aussi reporté les encoches. Alors, les encoches qui me paraissent... moi, j'en mets pas des caisses d'encoches. Je mets surtout les encoches qui me paraissent les plus indispensables, c'est-à-dire celles qui sont sur les manches. Vous avez 2 petits crans. En fait, soit vous passez un coup de craie, de stylo friction, de choses comme ça. Moi, je passe un petit coup de ciseau de 1 cm, enfin moins d'1 cm, comme ça il est pris dans la marge de couture. Et même quand je surjette, j'arrive à retrouver ce coup de ciseau en fait. Et voilà, donc dès qu'il y a un petit cran, c'est le dos de la manche. Et dès qu'il y en a 2, c'est le devant. Ça permet après d'être sûr de bien mettre le dos et le devant à la bonne place. En plus, sur cette manche, je trouve que c'est plus dur de s'y retrouver. Des fois, on voit vraiment bien la différence sur les manches, mais là, c'est un petit peu plus dur, donc je vous conseille vraiment de les mettre. Et j'ai mis les petits crans au niveau de la pince, et puis on reportera la pince après avoir fait le surjet. Alors, je vais vous faire un petit point sur la viscose, des choses dont on n'a pas l'habitude, on en parle très peu finalement, mais il y a des petites choses à savoir quand on coud de la viscose. Il y avait Elong avec Anna qui avait fait un très bon article sur un ancien Passion Couture magazine. Voilà, bon ça date, hein, je vous promets pas de retrouver celui-là, mais bon, elle avait fait un article sur la viscose hyper intéressant parce qu'en effet, on ne sait pas vraiment comment coudre la viscose. Donc déjà, je vous expliquais par rapport aux aiguilles, qu'il vous faut soit des aiguilles Microtex 60 ou des aiguilles 70, mais pas plus parce que sinon vous allez tirer des fils et ce sera pas très joli. De 2, quand vous découpez la viscose, l'idéal c'est de coudre tout de suite derrière. Si jamais vous faites comme moi et que vous faites par étapes parce que on n'a pas toujours de longues sessions de couture devant nous, il faut positionner vos pièces. L'idéal, c'est de les positionner à plat sur une table. En fait, la viscose a tendance à se déformer. D'ailleurs, des fois, vous allez
quand une viscose très fluide, vous allez découper quelque chose, vous allez essayer de remettre la pièce par-dessus, la pièce en papier, et alors vous allez dire mais c'est pas possible, en fait c'est pas du tout ça quoi. En fait vous avez bien découpé, mais la viscose se déforme. Donc l'idée c'est que avant de la coudre, c'est de la manipuler le moins possible. Si vous ne la cousez pas tout de suite, laissez les pièces bien à plat. Voilà, bien à plat sur une table, qu'elle ne te déforme pas. Alors, dans ce patron-là, vous n'allez pas vraiment rencontrer de soucis de déformation de la viscose. Par contre, dans 2 autres de mes patrons, c'est ce que j'ai expliqué à certaines couturières qui avaient acheté mes patrons. Et voilà, des choses qu'elles ne savaient pas, c'est pas toujours évident. Par exemple, dans la robe X, celle qui a le volant devant et derrière, et dans la jupe Florence. Par exemple, que ce soit le volant ou les pans de la jupe, ils sont coupés dans le biais. Le biais, c'est on ne suit pas le droit fil, justement, on est en biais. Le fait que ce soit en biais, coupé dans le biais, permet une espèce d'élasticité qu'on n'a pas quand on coud dans le droit fil. C'est pour ça, d'ailleurs, que tout ce qui est biais, que vous allez rapporter au col, c'est du dessus qui est coupé dans le biais. Comme ça, vous allez voir, vous pouvez légèrement l'étirer pour pouvoir bien le positionner et pour qu'il y ait un rendu plutôt joli. Donc, voilà, dès qu'il y a des pièces qui sont coupées dans le biais, comme les pans de ma jupe Florence, comme le volant de Aix, eh bien, il est possible que ces pièces se déforment si elles sont trop manipulées et surtout si elles sont surjetées avant couture. Moi, pourtant, je surjette quand même, mais elles vont avoir tendance à se détendre en fait. Justement, j'ai eu le cas hier d'une cliente qui m'a écrit un message en me disant je comprends pas, les volants je les ai coupés comme il fallait. Et en fait, ils sont beaucoup plus grands que le devant et le dos. C'est quelque chose ça que j'ai beaucoup vérifié. Sur le papier, c'est exactement pareil, c'est sûr. Par contre, en effet, elle avait coupé ses pièces avant, elle les avait surjetées, elle les avait pas forcément cousues tout de suite. Et ben, les pièces étaient déformées, ce qui fait que le volant devant était plus grand que le devant. Et donc elle m'a dit qu'elle avait préféré. Moi je lui avais dit voilà, on peut bidouiller, hein, c'était pas le problème sur les volants, mais elle a préféré recouper. Elle m'a dit nickel, elle a pas surjeté tout de suite, elle a surjeté qu'après. Et voilà, et c'était très bien. Donc, il faut savoir que dès qu'on coupe dans le biais, et donc c'est le cas aussi des pans de ma jupe Florence, j'ai aussi une couturière qui m'a dit que en fait, après en essayant d'assembler le dos et le devant, et ben en fait, ça faisait pas la même taille. Et je lui ai dit, c'est parce que c'est coupé dans le biais, c'est surjeté derrière, et en fait, ça s'est détendu malheureusement. Après, on peut vraiment essayer de rattraper, mais des fois, il y a un écart qui est assez important, à tel point qu'on se pose vraiment la question de est-ce qu'on a bien coupé comme il fallait. Mais vraiment, voilà, c'est assez impressionnant des fois. Donc, ce que je vous conseille quand vous cousez de la viscose, c'est de la découper, de la coudre rapidement derrière. Après, en effet, des fois, vous pouvez pas. Moi, je fais souvent 2 fois parce qu'en effet, j'ai pas forcément le temps de commencer à coudre. Mais surtout, voilà, de poser vos projets ou vos pièces à plat. Moi, je les surjette quand même avant mes pièces parce que j'aime bien, mais c'est vrai qu'il faut avoir conscience que ça peut détendre un petit peu la viscose. En tout cas, si vous vous retrouvez avec ce genre de choses, sur ce patron-là, on n'aura pas trop de problèmes parce que les pièces sont plutôt coupées dans le droit fil. Donc on ne devrait pas retrouver trop de soucis. Et puis il y a les pièces qui sont entoilées aussi, et l'entoilage va permettre de vraiment fixer le tissu. Donc là pour le coup ça bougera pas, c'est sûr, même en surjetant. Voilà, mais faites attention, surtout quand vous avez des pièces qui sont coupées dans le biais. En effet, vous pouvez avoir des surprises. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer les pièces que je vais entoiler. Et je vais vous montrer comment ma technique pour entoiler, et puis après on passera au surfilage. Alors maintenant qu'on a fait l'entoilage, d'ailleurs je vous montre, j'ai filmé mais en fait j'avais plus de place sur mon téléphone, alors ça n'a pas continué à filmer. Pour les devants, j'ai entoilé les 2 pattes de boutonnage, voilà, avec une bande. Donc en fait, je fais une bande de 3 cm sur
dans mon entoilage et je viens la mettre, la positionner à 1 cm du bord afin de ne pas prendre la marge de couture. Voilà, la marge de couture sera repliée comme ça et ça ne prend que la patte de boutonnage. Voilà, et j'ai fait ça sur les deux devant au niveau de la patte de boutonnage. Voilà. Alors moi je coupe 3 cm à la louche. Mais voilà, si vous voulez être sûr, vous pouvez vous faire un petit gabarit avec du papier. Sinon, maintenant que tout est entoilé, on va tout surfiler. Donc, en industrie, par exemple, le passage à la surjeteuse, le surfilage se fait après couture. Et on surfile les deux marges de couture en même temps. En couture amateur, je trouve que c'est plus compliqué. C'est-à-dire que l'idée, c'est que là, je vais coudre et que si jamais il y a des petits détails à modifier, si je dois enlever le surfilage, c'est vraiment la galère. Donc, c'est très compliqué. Enfin, c'est beaucoup plus difficile et compliqué de surfiler après. Si jamais on veut faire des modifs, ben, ça demande beaucoup de temps. Alors que découdre une couture, ça va quand même assez vite. Donc moi je conseille toujours, c'est ce que je fais, c'est de surfiler déjà toutes les pièces. Même avec de la viscose où j'ai dit que c'était pas l'idéal. Donc on n'est pas obligé d'avoir une surjeteuse, même si je vous avoue qu'en effet dès qu'on en a une, bah, on y prend vite goût. Je vais vous montrer, vous mettez le point zigzag de votre machine. Moi je mets le point zigzag le plus simple, le numéro 5. Ensuite, vous venez positionner, hop. Voilà, vous abaissez votre pied de biche et vous venez positionner comme ça. Et après, vous lancez. Bon, je vous avoue que c'est pas le plus joli avec ce tissu là, ça dépend, les tissus réagissent pas du tout de la même manière, ça fait un espèce de petit repli. Bon, après ça reste assez ouais, ça va assez, l'idéal c'est d'éviter l'effilochage par exemple. Voilà, hop, mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec une couture surjeteuse, mais au moins ça évite l'effilochage et que vous pouvez le porter. Moi j'ai fait ça pendant très longtemps finalement. Je vous monte à la surjeteuse. Pour la surjeteuse, moi j'ai une Hobbylock 2.5. Alors, en général, je fais un surjet étroit, donc je mets l'aiguille qui est la plus à droite. Voilà, je vais passer tout autour des pièces. Et j'ai un joli surjet. Voilà, très régulier, qui permet une finition très sympa. Voilà.